Chapitre 3. Troisième partie, première sous-partie, l'attention. La volonté a été reconnue comme un critère d'importance dans le souhait de changer de niveau de conscience, d'aborder la conscience attentive, comme tu l'appelles. Alors, avant de s'y consacrer, écoutons un musicien à la volonté puissante et l'énergie créatrice bouillonnante. Si Mozart disait qu'il n'avait pas de mérite à composer, car il ne faisait que recopier la musique qu'il entendait dans sa tête, la création, chez ce compositeur, empruntait souvent des voies difficiles, tortueuses, des chemins multiples pour parvenir enfin au chef-d'œuvre accompli. Cette fois, c'est bien de Beethoven dont il s'agit. Je ne peux te le cacher davantage. Mais grâce à la dernière écoute, j'ai pu apprécier Haydn, ne le considère plus simplement comme une machine à écrire de la musique, et découvert avec enthousiasme ses derniers quatuors ainsi que ses deux oratorios, les saisons et la création. Heureux pour toi de cette découverte. Au-delà du plaisir partagé dans ces écoutes musicales, il y a surtout l'espoir de susciter l'envie de découvrir par soi-même d'autres œuvres remarquables. Bien. Alors captons ensemble toute l'énergie, si c'est possible, contenue dans la 7e symphonie de Beethoven. J'en frémis d'avance. On peut y aller? On y va. Pour bien montrer ce qu'est l'attention, il faut d'abord préciser ce qu'elle n'est pas, à savoir la concentration, voire la méditation. Voyons donc ces deux notions au préalable afin de lever toute ambiguïté sur le sujet qui nous intéresse. La concentration consiste à fixer ses pensées sur un objet, une idée, un concept, bref, sur tout ce que le mental peut appréhender. Donnons une image comparative pour simuler le travail du mental durant la phase de concentration. C'est une bonne idée. Il suffit de se représenter deux récipients. Le premier contient de l'huile qui verse goutte à goutte dans le second. Chaque goutte montre le mental concentré, tandis que l'espace séparant chacune d'elles révèle la distraction et l'effort nécessaire pour se recentrer. Et la méditation? On conserve les deux récipients, mais ici, l'huile s'écoule de l'un à l'autre en un filet ininterrompu. La méditation peut être définie comme une concentration constante, un lien psychique permanent entre le méditant et l'objet de sa méditation. C'est clair, on comprend bien ce qui sépare ces deux états du mental qui s'appliquent à maintenir une relation de pensée avec un objet pris au sens large. Et l'attention, j'allais y venir. C'est mon côté impatient. Ça devrait s'arranger. L'attention permettra cela, entre autres. Avant de préciser la notion d'attention, j'aimerais donner ici sa définition telle qu'on peut la trouver dans un dictionnaire courant. Tension de l'esprit vers un objet à l'exclusion de tout autre. Ou encore, application, concentration. On verra par la suite que ce n'est pas du tout cette approche qu'il nous faudra retenir pour ressentir les effets de l'attention. Essayons de trouver un autre mot plus adéquat. Pour être précis et surtout rigoureux, il faudrait plutôt utiliser une formule, une expression. Alors continuons, par simplification, d'employer ce terme en ayant soin d'expliquer au mieux ce qu'il révèle. Bon, commençons l'investigation. Ah, une enquête? Parfait. Qu'est-ce qui associe la concentration et la méditation? L'effort mental exigé? Bravo. Un peu moins évident maintenant. Ces deux techniques affichent une nature identique.
Laquelle à ton avis? L'union avec l'objet de la concentration ou de la méditation? Non, cela sera plutôt un but. Effectivement. Alors, je ne vois pas. Elles sont de nature fermée. Tu peux préciser? Oublions l'espace entre les gouttes d'huile. Oui, oublions. La concentration et la méditation peuvent être perçues comme un rayon laser pour fixer les idées, reliant la personne à l'objet de sa concentration ou de sa méditation. Rayon qui symbolise la fermeture de l'esprit qui pratique. En effet, la concentration sur un objet, un sujet ou un état si élevé soit-il, ferme le méditant à tout ce qui l'écarterait de son champ d'observation, donc de son environnement personnel. D'accord, et l'attention? Pour rester dans la comparaison, l'attention peut être visualisée comme une sphère dont chaque rayon recueillerait une partie des informations captées par l'appareil sensoriel. L'attention est donc de nature ouverte. Tout à fait. Mais, s'il est vrai que l'ensemble des informations que tu donnes apporte une compréhension raisonnable et suffisante pour l'esprit, il n'en demeure pas moins qu'un exemple serait le bienvenu, vraiment le bienvenu. Voici un exemple qui peut également servir de test pour savoir si l'on est dans un état de concentration ou d'attention. C'est parfait. Le téléphone sonne. Dring, dring. Faut adapter aux nouvelles technologies. Je vais faire un effort. C'est pas gagné. Or donc, le téléphone sonne. 3 cas sont à envisager. Moyennement absorbé par l'état de concentration, je sursaute et décroche. Complètement absorbé, je n'entends pas la sonnerie. Enfin, totalement attentif à ce qui se présente dans mon environnement sensoriel, je perçois le signal, un parmi d'autres, et décroche l'appareil sans ressenti particulier, et avec bienveillance, quelle que soit la personne au bout du fil. C'est l'une des propriétés de l'attention, dissiper les émotions. On verra comment par la suite. Avant d'aller plus loin, je résume ton propos pour voir si j'ai compris correctement. Être attentif, c'est développer une sorte d'éventail sensoriel dont chaque brin apporte son type d'information que l'on capte naturellement par l'esprit de simple observation, accordant une importance identique à chacun d'eux. D'accord pour l'éventail sensoriel, mais je m'aperçois, en t'écoutant, qu'il y a un point fondamental à rappeler et une notion à écarter. Le point fondamental, c'est l'ouverture sensorielle objective et sans préjuger à toute source d'information. La notion qu'il faut exclure, c'est l'importance équivalente attribuée à chaque événement. Il n'est pas envisageable d'agir ainsi au quotidien. Pour être clair et sans ambiguïté sur le sujet, il convient d'insister sur le fait que l'attention permet justement, parmi l'ensemble des informations qui affluent au mental, de distinguer immédiatement celles qui sont d'importance pour agir en conséquence, et de façon optimum. J'ai bien fait. On pourrait poursuivre sur les effets de l'attention? Oui, mais avant, j'aimerais encore insister sur ce point très important qu'est la différence entre l'attention et la concentration. Car si cela est mal compris, si l'on pense être attentif alors qu'il s'agit d'un état de concentration, non seulement le changement de niveau de conscience ne s'opérera pas, mais il en résultera une déperdition d'énergie importante
dû aux efforts déployés pour maintenir le niveau de concentration. Un exemple? Celui de la colère est tout indiqué. On peut être excessif, violent, tout en conservant un certain contrôle de ce que l'on dit et de ce que l'on fait pendant une phase colérique, si, justement, l'on est suffisamment concentré pour y parvenir. Tandis que lorsque nous sommes attentifs, cela ne se produit pas. Je te propose de voir ça en détail quand nous allons parler des effets de l'attention. Non, je ne me dérobe pas, mais une pause musicale sera la bienvenue? C'est clair. Faisons une pause donc. On continue avec Beethoven, une œuvre de la dernière période, qui demande donc de l'attention, mais demeure bien accessible. La 28e sonate pour piano. Je ne connais pas. J'avoue que dans son œuvre pour piano, j'en suis resté au classique. Les sonates pathétiques, clairs de lune, et Appassionata, bien sûr, à l'occasion de découvrir un autre monde, même s'il s'agit toujours du répertoire pour piano. Car avec cette 28e sonate, nous débutons le cycle des dernières sonates, qui s'achève avec la 32e. Une invitation au voyage. Et quel voyage! J'inaugure donc la conscience attentive avec ce voyage beethovénien. Reprenons où nous en étions restés. Les effets de l'attention. Pour montrer la valeur de l'attention dans le cadre de notre investigation, je vais recourir aux enseignements que le philosophe indien Krishnamurti a délivrés sur le sujet. Il parle notamment de la flamme de l'attention, qu'il qualifie ainsi. L'observation est comme une flamme qui est attention, et avec cette capacité d'observation, les blessures, le sentiment d'avoir de la haine, tout cela est consumé, envolé. Voyons pratiquement ce qu'il en est. Oui, parce que la théorie... Être attentif, c'est en quelque sorte observer avec soin le film des événements que l'on vit. Caméscope au point, l'œil centré sur le viseur, les scènes filmées se succèdent devant nous, et nous ajustons les prises de vue selon notre but initial, mais aussi notre intelligence, nos impressions, nos sentiments. Tout cela modifie en temps réel nos agissements. Mais voyons plutôt. Imaginons la scène suivante. Deux personnes se querellent, tandis qu'une troisième filme le déroulement des événements. Pour les deux qui se disputent, c'est pas difficile à imaginer. C'est déjà ça. La dispute terminée, les deux protagonistes se séparent et l'un d'eux rejoint l'apprenti cinéaste qui lui dit « Tu as vu dans quel état tu étais ?»« J'étais normal, un peu énervé, mais c'était les circonstances et le ton de la discussion qui le voulaient. Un peu énervé? Tiens, prends le caméscope et regarde la scène. » En effet, j'ai parfois du mal à me reconnaître. C'est parce que tu n'étais pas attentif à la situation que tu vivais. Et comment cela se serait-il passé sinon? Si, comme lui suggérait le caméraman, il avait été plus attentif, son comportement aurait été bien différent de celui qu'il a découvert après coup dans le film, et celui de son contradicteur également. Démonstration? Dans ce contexte d'altercation, les messages adressés par les sens au mental ne manquent pas. Il y a même profusion. On peut observer sur l'interlocuteur et sur soi-même la posture, les gestes, les expressions du visage, la respiration, le ton et le débit des paroles. Cela fait beaucoup d'informations à percevoir. Déjà sur l'autre personne, alors sur soi. Bien sûr, si l'on envisageait de développer son attention, ce n'est pas un exercice avec lequel il conviendrait de débuter. Mais avec la volonté et le temps, c'est comme tout.
j'aime te l'entendre dire. Donc, en étant attentive à son interlocuteur, la personne prend immédiatement conscience de la teneur des propos, des expressions du corps et du visage, appréciant ainsi au plus juste l'évolution des sentiments déployés. Sur elle-même, elle constate les tensions corporelles, le rythme respiratoire et le foisonnement d'idées qui lui traversent l'esprit, prête à se transformer et se répandre en injures et vociférations. Bien, et ensuite? Ensuite intervient le travail en profondeur de l'attention. Elle offre une vision aiguë des événements, en facilite la compréhension et surtout ne porte pas de jugement. L'objectivité de l'information est garantie par le retrait de la conscience émotionnelle. Un exemple ne serait pas de trop. Je m'en rends compte aussi. Continuons sur la querelle qui nous occupait. Elle ne peut pas mieux nous satisfaire sur ce point. Tant mieux, ça évitera de se disperser. Pendant la dispute, des propos très injurieux sont émis. Dans un échange classique, on peut décrypter ainsi la séquence mentale de la personne qui reçoit les insultes. Reconnaissance du sens de l'insulte, identification puis rejet, réaction coléreuse. Le mental de cette personne, moyennement attentive, est l'objet de deux flux. Le premier transmet et traite les informations recueillies par les sens. Le second se spécialise dans ce que l'on pourrait nommer l'appel-mémoire. Il recherche des expériences similaires vécues par la personne pour initier une réponse appropriée. Dans le cas de l'insulte, il trouve et reconnaît une expérience désagréable. Donc, si j'ai bien compris, le comportement de la personne insultée découlera de la résultante des deux courants d'information qui parcourent son mental. Oui, d'accord. Et dans le cas d'une personne totalement attentive, ici, l'appel mémoire n'intervient pas, ou du moins reste quasi inexistant, car il est difficile d'envisager une rupture radicale. N'oublions pas qu'il s'agit de la conscience émotionnelle avec ses fluctuations incessantes. Même réduites à l'extrême, elles se manifestent toujours un peu. C'est le résultat qui compte, bien sûr. Et en l'occurrence, la quasi-inexistence de l'appel mémoire empêche les passions d'émerger, permet de retenir l'information essentielle et véhicule l'action juste. Et pour terminer sur l'exemple de la querelle, eh bien, en agissant de cette façon, on peut espérer ramener son interlocuteur à de meilleurs sentiments. En effet, la posture attentive garde sous son contrôle les réactions intempestives dictées directement par l'instinct d'agressivité ou nées de la surabondance des pensées qui s'agitent. Et, ne trouvant plus de prise ou de motif à renforcer ses attaques, le protagoniste est plus disposé à entamer un dialogue normal, du moins à voir son agressivité faiblir radicalement par manque de carburant émotionnel. Comme cela me semble crucial dans l'approche de la conscience attentive, pourrais-tu revenir sur ce que tu nommes l'appel-mémoire? Volontiers. Et puis, la répétition est à la base de la pédagogie. L'appel-mémoire se produit lorsque nous ne sommes plus attentifs. Alors, les informations perçues peuvent s'unir librement à d'autres éléments contenus dans la mémoire. Ces associations, notamment lorsqu'elles concernent des matériaux émotionnels puissants, peuvent entraîner des changements d'humeur et de comportement soudains et vigoureux. Cela se produit quand l'identification à l'information stimulée s'avère intolérable, du moins est perçue comme telle. Oui, on a vu le cas avec l'insulte. C'est lorsque l'on s'identifie à elle, quand l'ego, la personnalité tout entière, s'assimile à l'injure, que la réaction émotionnelle surgit. Voilà. Pour rester sur cet exemple, essayons de suivre le processus mental.
La pensée insulte fait intrusion dans la mémoire. Une autre crée l'état d'identification et la dernière enclenche la réaction émotionnelle appropriée. Stimulé à l'adrénaline par l'événement conflictuel, l'esprit est vif, mais ici on retrouve la différence fondamentale entre la concentration, état supportant le processus décrit, et l'attention. Celle-ci analyse lucidement la situation, mais n'implique pas l'ego dans cette observation. Le fait de ne pas réagir aux insultes peut être considéré comme de la faiblesse ou de la dévalorisation de soi. Cela fait partie du jugement social, des valeurs et considérations de la société dans laquelle on vit. C'était la question du Candide, pour tenter d'exploiter toutes les pistes possibles, de ne rien laisser dans l'ombre. C'est très bien. Alors essayons d'aborder la situation sous un autre angle pour l'approfondir. Je suis tout oui. Si l'on ne comprenait pas le sens des insultes, alors la réaction émotionnelle ne se produirait pas. Ici, l'attention donne une compréhension pleine et entière, mais empêche l'appel mémoire qui provoquera le choc émotionnel. Donc, l'absence de réaction ne résulte pas de la volonté, d'une lutte interne entre j'ai bien compris le sens des injures, cependant je me contiens pour ne pas réagir, mais de l'absence de connexion entre les insultes et les pensées émotionnelles associées. Oui, la personne attentive reste dans la compréhension seule, retient l'essentiel, exprime l'action juste correspondante, exclut la réponse émotionnelle. Ici, l'ego n'intervient pas, l'attention écarte le principe d'action et de réaction. J'ai compris. Juste une précision sur l'ego. Oui, tu dis qu'ici l'ego n'intervient pas. Pourtant, c'est la source même de notre personnalité. C'est par lui que nous sommes. On peut aller très loin dans le concept de l'ego, affirmant par exemple que toute intention ou action, même inconsciente, procède d'un processus égotique, comme le fait de respirer notamment. C'est le cas pour les exercices de respiration contrôlée. Oui, mais je pensais au phénomène vital en lui-même, qui se poursuit naturellement sans l'exercice de la volonté. Tu associes l'ego aux périodes de veille et de rêve uniquement? En fait, lorsque les consciences émotionnelles ou intellectuelles influent directement sur la personnalité. Cela inclut donc le rêve. Dans le cas de l'attention, comme ceci a déjà été évoqué, les actes accomplis puisent certes dans les connaissances acquises, mais sont totalement ou pratiquement dénués de ressentis émotionnels. Cela n'empêche pas la sensibilité, bien au contraire. Mais cette sensibilité a pour nom compassion, et non plus affectation ou sentimentalité. On accède à une autre forme de connaissance en fait. Oui, le changement de niveau de conscience induit par l'attention permet d'agir naturellement, dans l'harmonie et non plus normalement, selon la norme ambiante. D'accord, mais ça, c'est la situation idéale. Certes, l'attention ne supprimera jamais la conscience émotionnelle, car elle reste indéfectiblement reliée à l'activité cérébrale, mais ne sera plus présente que sous la forme de bruit de fond, dont la puissance, réduite à minima par les effets de l'attention, ne pourra interagir efficacement avec la conscience attentive. Entendu. Et l'ego comme émanation d'une conscience élargie, se maintenant et se manifestant au-delà de l'existence physique. Oula, si tu souhaites en parler, on en parlera, naturellement, mais chaque chose en son temps. Terminons sur ce sujet, certes passionnant, mais exigeant. C'était une distraction. Raison de plus pour revenir à l'attention. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Oui, il n'y a pas de problème. On voit bien l'effet de l'attention dans l'action immédiate, lorsqu'elle gère les émotions déclenchées par l'événement vécu. Mais qu'en est-il lorsque l'on doit faire face à de vieilles émotions, inscrites profondément dans la mémoire, opiniâtres, résistantes, et qui refont surface régulièrement?
Tu veux parler des souvenirs datés, non résolus, qui conservent leurs empreintes dans la conscience émotionnelle? Oui, ces vieux habits émotionnels dont certains psychologues et psychanalystes nous disent qu'il sera possible d'en guérir, mais que ce sera long, très long, et donc que ça coûtera beaucoup d'argent. Mais que ce n'est pas un problème car cela fait partie de la thérapie et facilitera d'autant la libération émotionnelle. Bien sûr, en contrepartie, le thérapeute devra subir les affres d'une vie matérielle aisée et confortable, mais ce n'est pas grave, car sa formation incluait une psychothérapie qui le protège des tourments de la matérialité excessive. Bon, là, on s'est payé une bonne tranche de conscience émotionnelle. Parfois, ça fait vraiment du bien. Oui, quand on n'est pas attentif et qu'on vit dans l'excitation du moment. Bon, revenons dans le moment. Alors, concernant les souvenirs anciens non désirés, mais qui s'invitent malgré tout, la vague de fond qui déferle, c'est bien vu et c'est bien ça. C'est un point très important. Et pour y voir clair, il nous faut aller plus avant dans le mécanisme de l'attention, d'observer en nous-mêmes ce qui se passe lorsque nous sommes attentifs. Et on aura la réponse? En tout cas, cela montrerait que nous sommes sur la bonne voie. Alors allons-y. Installe-toi confortablement, puis, quand tu l'auras décidé, observe ce qui se passe dans ton mental. Qu'as-tu remarqué? D'abord, presque rien, puis une ou deux pensées éparses. Après, lorsque j'en ai suivi une, elle m'a emmené loin par le biais d'autres pensées qui surgissaient de partout. La ronde des pensées en pleine action. Maintenant, laisse venir à toi les informations que perçoivent tes sens. Vue, oui. Prends-en simplement conscience, sans tension, mais sans relâchement non plus. Bref, sois attentif. Alors, je me sens bien. C'est un bon début. Mais au niveau du mental, pas de sensation particulière, simplement quand je perdais le fil. Tu veux dire lorsque tu étais moins ou plus du tout attentif? Oui. Alors, les pensées revenaient. Donc, pendant la période d'attention, les pensées avaient disparu. Oui, mais ce n'était pas le vide. Qu'est-ce que c'était alors? La perception claire du monde qui nous entoure, comme celle de notre corps, sensations, respiration, mais une perception globale et précise à la fois, qui se suffit à elle-même. Mais le plus extraordinaire, c'est la disparition des pensées parasites. L'attention crée cet espace entre deux pensées. Le flux de pensées n'est pas continu. Simplement, une production abondante peut le laisser croire, comme l'on est persuadé que l'eau qui coule du robinet est un flot incessant. Mais si notre vision avait la capacité d'un microscope électronique, nous verrions que les molécules d'eau, la plus petite partie de ce liquide qui en conserve les propriétés, qui se succèdent, sont séparées. Mais la pensée est produite par le cerveau sous forme d'impulsions électriques, et le courant électrique est une énergie, bien différent d'un solide ou d'un liquide. Oui, mais depuis les travaux du physicien allemand Max Planck en 1900, on sait désormais que même l'énergie n'est pas continue, qu'elle est constituée ultimement de paquets d'ondes, appelés quanta d'énergie. Inutile d'aller plus loin. Non. Poursuivons toutefois l'étude des vieilles pensées importunes. Il arrive qu'une seule pensée obsédante, relativement puissante de par l'événement douloureux qu'elle véhicule, obnubile complètement la conscience, et là, on ne peut plus parler d'espace entre deux pensées. En fait, il faut distinguer le phénomène physique de la pensée
reposant sur les impulsions électriques, et l'impression subjective qu'elle suscite, dans le sens où elle concerne le sujet, la personne qui perçoit, éprouve et ressent le contenu de cette pensée. C'est un peu comme le sillage laissé par un navire qui glisse sur l'eau. Le bateau est passé, mais l'on peut observer encore son parcours par la trace d'écume qu'il laisse derrière lui. Ici, bien sûr, le phénomène est plus complexe. Mais le sillage, c'est la multitude de pensées produites par la pensée initiale, la pensée racine en quelque sorte, objet de l'ancien tourment. D'accord. Et finalement, comment agir? C'est vrai, j'oubliais l'essentiel. C'est bien d'être deux. Tout à fait. Concrètement, par rapport à l'exercice auquel tu t'es livré tout à l'heure pour découvrir les effets de l'attention, le principe est le même. Ce qui changera, c'est la persistance de l'état attentif. En clair, la durée de cet espace entre deux pensées. La période d'attention comprise entre deux moments d'inattention. C'est une bonne description, et qui sera très courte. Pour ça, oui. Car être attentif relève de la volonté, tandis que le flot de pensées émanant de la conscience émotionnelle se déverse sans qu'on l'invite et sans effort. Il faut donc revenir à l'attention chaque fois que les pensées parasites se manifestent. 20 fois sur le métier, à chaque fois. Bien. On pourrait faire une pause? Oui, ça permettra de se ressourcer un peu. Alors poursuivons notre découverte du dernier Beethoven avec deux œuvres fulgurantes. La première, une partie seulement en vue sa longueur, la Missa Solemnis, dont nous écouterons le Gloria, le Credo, le Sanctus et le Benedictus. Je sais que tu connais bien la 9e symphonie, alors j'ai préféré te faire découvrir cette autre œuvre chorale contemporaine de l'hymne à la joie. Après, 20 minutes de musique surhumaine. Même après la Missa Solemnis, c'est d'une veine identique. C'était pour faire un petit effet. Ce sera la grande fugue, initialement prévue pour conclure son 13e quatuor à cordes, mais dont l'écoute a tellement déconcerté les auditeurs que Beethoven lui a substitué un autre final. La version que nous allons écouter est une transcription pour orchestre à cordes, non pas réalisée par Beethoven lui-même, il l'a transcrite pour piano, mais qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est tout à fait ça. Et quelle ivresse! Ah là là! Oui, oui, oui. Bon, on repart sur l'attention? On repart. Une petite transition qui se rapporte bien à notre sujet, simplement pour montrer la difficulté à décrire et surtout transmettre l'état d'attention, de façon indéniable, et qu'il ne soit pas confondu avec la concentration. On l'a dit, mais on peut le redire. Il est possible de décrire ce qu'est le miel en indiquant le travail des abeilles, sa fabrication, ses propriétés. Mais lorsque l'on évoque sa texture, sa consistance en bouche, et surtout son goût, les choses se compliquent vraiment pour transmettre l'information fidèle, objective. Puis, on fait goûter le miel. Et c'est lorsque l'on entend la personne à qui cette description était destinée dire « Ça y est, c'est ça le miel », on est sûr qu'elle a compris. Et encore, il existe une multitude de variétés de miel. Justement, ce que tu dis tombe à pic. D'une part, un faisceau d'indices indiquera ce qu'est la tension. Absence de tension, sens optimisé, absence ou raréfaction des pensées parasites, non-jugement, compréhension et acceptation facilitée. Mais c'est lorsque la personne qui s'essaye à cette nouvelle perception dira « Ça y est, c'est ça l'attention », après l'avoir éprouvée intimement, que la connaissance sera véritablement assimilée. Et d'autre part, c'est bien, tu laisses rien passer.
J'y viens. Et d'autre part, en référence aux différentes variétés de miel, il y a bien une substance unique, le miel, mais aux arômes multiples, la fleur d'origine butinée par les abeilles. Pour l'attention, elle est unique par sa nature et ses effets, mais révélera une saveur particulière, spécifique de la conscience qu'il éprouvera. Et l'attention au quotidien. L'attention est une fonction naturelle du mental. Tout peut être objet d'attention. Donc, dès l'instant du réveil au moment de l'endormissement, les occasions d'exercer son attention ne manquent pas. On dit qu'il n'est pas possible de rester attentif longtemps. Par exemple, que les étudiants le sont en moyenne 10 minutes sur une heure de cours. On dit beaucoup de choses. L'exemple que tu donnes montre justement la confusion entre concentration et attention. Il s'agit bien, dans ce cas précis, d'un travail de concentration de l'esprit sur un thème particulier, plus ou moins difficile à saisir. La concentration, à l'inverse de l'attention, est tout effort et ne peut se prolonger longtemps. Pour s'en rappeler, il suffit de penser à l'image du rayon d'énergie mentale que l'on veut maintenir, concentration, face à la sphère dont les rayons captent naturellement les informations sensorielles. L'attention proscrit l'effort. Lorsque tu définis l'amplitude dans une journée où l'on peut être attentif, n'incites-tu pas à une forme voilée d'exigence ou de performance? Surtout pas. En disant que l'on peut être attentif à partir du moment où l'on se réveille, je montre simplement que l'attention est possible dès que la personne récupère sa conscience, et que dans cet intervalle, il n'y a pas, ou il ne devrait pas y avoir, de moment privilégié. Mais il ne faudrait pas commencer la journée avec ce challenge. Aujourd'hui, je m'impose 1 heure d'attention, demain, ça sera 1h10, etc. Surtout pas. Je suis rassuré. Comment envisages-tu une journée type? Il n'y a pas de journée type. Chaque jour apporte son lot d'événements, d'impressions, de rencontres. Il nous appartient de les vivre du mieux possible dans le respect et la compréhension mutuelle. L'attention peut nous y aider vigoureusement. Je ne doute pas de ce que tu dis, que l'attention soit une fonction naturelle, qu'elle est capable de transformer notre état de conscience, certainement jusqu'à des degrés insoupçonnés. Mais, tu me connais bien, depuis un certain temps déjà. Effectivement. Je ne m'exprime sur le sujet qu'à partir de l'expérience récente et furtive, et ce que je ressens, c'est que ce n'est pas si facile que cela, qu'on a un peu l'impression de marcher sur un fil, que les occasions de retomber dans l'inattention sont nombreuses, et que les moments d'attention véritable ne sont que des îlots dans un vaste océan. C'est une réaction tout à fait normale. Tu commences à peine de faire l'expérience de l'attention. Bien que ça ne soit pas facile, je vais rebondir sur le fil. On peut considérer que la personne attentive se maintient en équilibre, évitant de verser d'un côté ou de l'autre dans des abîmes émotionnels, comme un funambule qui doit constamment veiller à se maintenir sur son fil. Avec le temps, la vigilance transforme le fil en voie élargie, et la progression s'en trouve de plus en plus assurée. Si les perturbations ne disparaissent jamais complètement, leurs effets s'estompent rapidement, et l'on s'en abstrait facilement. On tangue beaucoup moins lorsque l'on s'écarte du point d'équilibre. Voilà. Pour conclure, on ne conclut pas avec l'attention, c'est toujours neuf. Mais bon, si l'attention offre une réponse admirable aux situations difficiles et conflictuelles, elle ne se limite pas à celle-ci. C'est aussi et surtout un merveilleux moyen de profiter pleinement de ces instants de bonheur que nous offre la vie. Jouir de l'instant présent, apprécier le spectacle de la nature ou celui d'une œuvre artistique.
et spécialement retrouver la véritable relation entre les êtres, celle de l'écoute simple qui abolit tous les clivages et délivre de toutes les peurs, peur de la réaction, peur de décevoir, peur de l'échec. Que dire après cela? Rien? Écouter de la musique? Lorsqu'il n'y a plus rien à dire, on peut toujours trouver une place pour la musique. Et après Beethoven, car je suppose que les 2 œuvres que nous avons entendues la fois dernière marquaient la fin du cycle beethovénien. Oui, on continue notre périple dans l'histoire de la musique avec Berlioz. Une œuvre monumentale, la symphonie funèbre et triomphale. Composée pour l'inauguration de la colonne de Juillet, la colonne de la Bastille à Paris, destinée à une exécution en plein air. On va donc ouvrir les fenêtres. Et les oreilles. La musique va s'en charger. Ça fait le plein. Je vais pouvoir revenir chez moi en courant. On se revoit donc dans 15 jours. Ça te permettra de mieux faire connaissance avec l'attention et de me faire part de tes remarques. D'accord, avec plaisir.